La grande édition sur i24 News, bienvenue à tous. L'actualité au rythme du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Téhéran donnera sa réponse demain. Ali Larijani, cadre du régime, se rendra à Mascate, Oman, pour détailler les intentions de son pays concernant le nucléaire. Tout cela à la veille d'un nouveau round de discussion à Genève. Ultime main tendue ou manœuvre pour gagner du temps. Le contre-la-montre s'accélère. En tout cas, Donald Trump affirme qu'une guerre contre l'Iran serait gagnée facilement par les États-Unis. Son chef d'état-major tempère et rappelle les risques d'un enlisement, frappe limitée, démonstration de force ou grand basculement stratégique. Et Israël dans tout cela, prêt, aligné mais suspendu au feu vert de Washington. On y regarde de plus près dans un instant. Gaza, le plan Trump et la fin des illusions. Donald Trump avait promis un territoire débarrassé du Hamas, sauf que sur le terrain, depuis le cessez-le-feu, le mouvement terroriste n'a pas perdu une seconde pour consolider influence et position. Il aurait déjà infiltré l'appareil civil, plaçant ses cadres au sein de la nouvelle administration technocratique. Objectif, garder la main évidemment et préparer la prochaine confrontation avec Israël. Pire, on apprend, vous le verrez, que le Hamas, toujours armé, parviendrait à faire acheminer vers Gaza roquettes et matériel sous la surface de la mer. Et puis un triste anniversaire, 4 ans de guerre en Ukraine, 4 ans de souffrance, de résilience face aux assauts de la Russie. 24 février 2022, le déclenchement d'un conflit majeur sur le sol européen. Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de son voisin. Une guerre pourquoi ? La suite d'un long bras de fer avec Kiev et surtout l'OTAN. Nous interrogerons ce soir le président des communautés juives d'Ukraine qui nous livrera ses sentiments. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ne jamais surestimer sa force. C'est le message qui ressort ces dernières heures de plusieurs évaluations, dont celle des renseignements israéliens. Malgré l'armada déployée face à l'Iran, les États-Unis seraient en mesure de mener des frappes intensives pour une durée très limitée, à peine quelques jours. Alors suffisant ou pas pour faire plier, voire chuter le régime. Tout pourrait se décider dans les prochaines 48 heures, durant lesquelles la diplomatie semble avoir encore la priorité. État des lieux avec Mathieu Winding. À 2 jours du 3e cycle de pourparlers entre Washington et Téhéran, prévu à Genève, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, doit se rendre ce mercredi à Mascate, la capitale d'Oman. Il doit remettre officiellement la réponse de l'Iran suite au 2e round de négociations. La précédente journée de négociations à Genève s'était achevée avec la promesse iranienne de formuler une proposition aux négociateurs américains, une proposition satisfaisante aux yeux des États-Unis et la fondation pour débuter le 3e cycle de discussion. La décision du président américain Donald Trump d'ordonner ou non des frappes contre l'Iran dépendra des recommandations de Steve Witkoff et de Jared Kushner. La porte-parole de la Maison-Blanche rappelle le succès de l'opération Midnight Hammer en juin dernier, mais rappelle également que l'Iran n'est pas forcément dissuadé de relancer son programme nucléaire. Cela ne signifie pas pour autant que l'Iran ne tentera plus jamais de mettre en place un programme nucléaire susceptible de menacer directement les États-Unis et leurs alliés à l'étranger. Et c'est ce dont le président veut s'assurer, que cela ne se reproduise plus jamais. Et juste une dernière remarque, mais en ce qui concerne l'Iran, avant de me rendre à ma réunion matinale, la première option du président Trump est toujours la diplomatie. Mais comme il l'a montré, il est disposé à utiliser la force dévastatrice de l'armée américaine si nécessaire. C'est donc toujours le président qui prend la décision finale ici. Selon la chaîne américaine CBS, le président américain se montre frustré par les limites de la force militaire. Des frappes réduites ne seraient pas forcément décisives et le risque d'escalade est envisageable. Dans une interview donnée au Financial Times, un responsable des services de renseignement israéliens estime que malgré le déploiement aéronaval américain, les États-Unis ne seraient en mesure de mener que 4 ou 5 jours d'attaques aériennes intensives contre l'Iran. En Israël, selon la chaîne Cannes, l'aviation israélienne aurait le feu vert pour riposter immédiatement en cas d'attaque iranienne. Toujours selon le même média, Israël anticipe la possibilité que les États-Unis imposent des limitations à une éventuelle participation israélienne à une attaque contre l'Iran, notamment lors des premières heures d'une frappe initiale américaine. Voilà combien de scénarios passés en vue de part et d'autre. Avec nous ce soir, Ariel Kahana, bonsoir et merci à vous, correspondant diplomatique pour le journal Israël Hayom. Alors l'Iran doit donner sa réponse demain concernant les négociations autour de son programme nucléaire, mais est-ce que vous pensez que tout va vraiment dépendre de ce qu'il va dire demain à Oman ? Je ne crois pas, David, que quelqu'un vraiment aux États-Unis et certainement pas en Israël pense que quelque chose peut sortir
des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il est clair que Witkoff et Kouchner, qui représentent l'Amérique face à l'Iran, ne croient pas non plus que ce soit possible. Mais peut-être qu'il y aura un miracle. Les écarts entre les deux pays, à mon avis, ne peuvent pas être comblés. Et donc, il est certain que tôt ou tard, les États-Unis vont utiliser la force extraordinaire qu'ils ont déployée ici au Proche-Orient. Alors justement, commentaire sur ces affirmations du renseignement israélien, qui nous dit que les États-Unis ne pourraient mener qu'une brève offensive contre l'Iran, malgré l'ampleur, on le sait bien, inédite du déploiement de cette armada, 4 à 5 jours, voire une semaine maximum. Est-ce qu'on aurait surestimé les capacités américaines? Et ça, l'Iran en est peut-être conscient. Écoutez, je ne sais pas qui c'est qui a dit une chose pareille. Ça me semble peu sérieux. Un tiers de la force américaine se trouve ici au Proche-Orient. Alors, franchement, c'est beaucoup d'infox qui se baladent ici dans la région. Dans la nuit, Trump a nié des choses qui auraient été dites par son chef d'état-major. Bref. Il faut être prudent. Je ne crois pas que les États-Unis déploient ici une force aussi importante et énorme pour ne pas l'utiliser en fin de compte. Si l'idée était de faire peur aux Iraniens et les menacer, ça aurait eu le résultat depuis longtemps. Si Trump continue à envoyer des forces et à l'heure où nous parlons, nous avons encore l'arrivée de forces et qu'il n'y a pas d'accord, eh bien cette force sera utilisée. Effectivement, la piste de l'intox, et on peut s'interroger sur l'objectif de telles révélations, entre guillemets. Alors justement, d'ailleurs, Donald Trump, on l'a vu, qui cite ses généraux pour qui une victoire serait facile contre l'Iran, malgré le fait qu'on pourrait partir sur une guerre asymétrique, c'est-à-dire qu'on sait quand ça commencerait, compliqué de voir jusqu'où ça pourrait aller. C'est vrai, écoutez, c'est quoi gagner, l'emporter? Une victoire, je pense, et j'espère que les Américains comprennent qu'il y a là une occasion historique de balayer de l'histoire un des régimes les plus monstrueux qu'on ait vu depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Un régime qui a tué à l'instant des milliers de sa population et qui nous menace en Israël et qui appelle à la mort de l'Amérique. Ce n'est pas seulement un intérêt israélien, c'est un intérêt européen, américain et de tous ceux qui veulent avoir la paix dans le monde. Et Donald Trump, depuis 10 ans qu'il est dans la vie publique, il parle et il agit contre l'Iran depuis. Et je pense qu'il comprend ce qui est en jeu. Et si on prend le mot de Churchill, la honte et la guerre, je pense qu'il ne choisira pas la honte et aura la guerre. Non, il fera la guerre et il empêchera la honte. Alors on y vient justement, la marge de manœuvre d'Israël, d'après vous. Quelle est-elle face à l'Iran? Est-ce que le feu vert américain, quelque part, va dépendre de l'ampleur des éventuelles frappes, attaques, agressions de l'Iran contre Israël? Je crois que oui, je crois que beaucoup dépendra de ce que les Iraniens nous feront. Et bien sûr, si l'Amérique se lance dans la guerre, on n'a pas besoin de s'y mettre de force. Mais si nous sommes attaqués, bien sûr qu'Israël se protégera et défendra ses citoyens du mieux qu'il pourra. Et tout ce qui a été mis en place ici pour protéger Israël, et si nécessaire, Israël a fait la preuve de capacité offensive extraordinaire, invraisemblable, contre l'Iran. Et je sais que nous aidons les États-Unis en lui disant ce que nous avons fait et comment, et le cas échéant, nous agirons. Je pense que la capacité de manœuvre est extraordinaire et la coordination entre les dirigeants et les armées est extraordinaire. Et puis intéressant de noter que même la gauche israélienne, on a entendu Yair Golan tout à l'heure, le patron des démocrates, qui souhaite des frappes aussi contre l'Iran. Il y a un consensus, vous diriez, aujourd'hui en Israël, dans la classe politique, pour dire que là, on est face à une opportunité historique peut-être d'infliger un coup dur au régime iranien? Mais absolument. Écoutez, encore une fois, si ce régime du mal était balayé de l'histoire, vous imaginez le calme dans la région, au Proche-Orient? Vous pouvez imaginer combien d'organisations terroristes cesseraient d'œuvrer. C'est pas seulement au Proche-Orient, ils ont des représentants à travers toute l'Europe. L'opposition en Iran se cache en France, en Belgique et en Grande-Bretagne parce qu'ils ont peur d'être attaqués par les Iraniens. Ils ont des représentants partout, ces terroristes. Imaginez le calme qui tombera sur le monde si ce régime est effacé. Et moi, je crois, et les Américains le comprennent, et ils savent de quoi il s'agit. Et je pense qu'en fin de compte, Trump utilisera la force pour arriver à cet objectif. Ouais, on apprend d'ailleurs à l'instant que les États-Unis poursuivent ce déploiement militaire assez impressionnant. 12 avions de combat F-22, c'est peut-être encore plus fort que les F-35, les avions de pointe que les États-Unis refusent de vendre à l'étranger, ont été déployés dans la région. Encore un mot peut-être, Ariel Khanna, sur ce qui pourrait se passer au Liban, parce qu'on sait que là aussi le
contre Hezbollah pourrait servir quelque part de première cartouche de l'Iran face à Israël. Pas de cadeau, vous pensez, de la part d'Israël, ce serait aussi une confrontation directe face au Liban, quelque part? Écoutez, il y a des pressions importantes des Iraniens contre le Hezbollah pour qu'ils interviennent dans la guerre. Et je pense que l'évacuation de l'ambassade américaine du Liban, c'est pas à cause du Hezbollah, mais c'est parce qu'ils savent que si le Hezbollah attaque Israël, Israël va réagir de manière très violente au Liban. Et donc, ils les évacuent. Que fera le Hezbollah? Je ne peux pas vous le dire, David. Mais l'hypothèse de travail en Israël, c'est que s'il y a une guerre avec l'Iran, cette fois-ci, l'Iran sortira tout ce qu'il possède et le Hezbollah s'y joindra. C'est une hypothèse sérieuse et on se prépare à toute éventualité. Voilà, tout est prêt côté israélien. Merci beaucoup Ariel Kahn pour cet éclairage, traduction de Gisèle Abazon. Et en arrière-plan de cette guerre des nerfs, un match dans le match, si l'on peut dire, celui qui oppose les deux superpuissances, États-Unis et Chine, qui s'affronteraient à distance par Iran interposé. Bonsoir Mathieu Winding. Alors Mathieu, on parle d'un contrat pour la vente de missiles antinavires supersoniques chinois à l'Iran, un possible game changer dans la région? Oui, David, alors ce possible contrat d'armement et a été révélé aujourd'hui par l'agence de presse britannique Reuters. Alors selon l'agence de presse, il est presque finalisé. Après 2 ans de négociations dans l'ombre, l'Iran, depuis sa défaite dans la guerre des 12 jours, veut accélérer l'obtention de ces missiles. Il n'y a pas de date de livraison. Il y a beaucoup d'inconnus. On ne sait pas combien de missiles seraient vendus. On ne sait pas comment l'Iran pourrait payer. Et surtout, on ne sait pas si Pékin donnerait suite à cet accord, vu le contexte. La fiche technique du missile, il a une portée de 290 km. Il vole à basse altitude, mais pour autant, il n'est pas furtif. Mais il reste difficile à détecter par les radars. Et il peut voler jusqu'à Mach 4, ce qui le rend supersonique, c'est-à-dire qu'il vole à 4 fois la vitesse du son. Donc, si ce contrat est achevé, est signé, ce serait une menace potentielle pour les forces navales américaines. Donc ces missiles seraient les armements les plus avancés jamais transférés par la Chine à l'Iran, en violation complète des embargos sur les armes imposés par les Nations Unies en 2006 et rétablis en septembre dernier. Aujourd'hui, un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères déclare que l'Iran dispose d'accords militaires de sécurité avec ses alliés et le moment est venu d'en tirer parti. Donc la commande est passée, la livraison pas encore, mais quelles sont les chances, justement, Mathieu, de voir Pékin ou même Moscou voler au secours de Téhéran en cas de frappe américaine? Donc l'Iran, on le voit dans ce que dit le responsable, le diplomate iranien, l'Iran souhaiterait approfondir ses alliances avec la Russie et la Chine, mais il semble que Moscou et Pékin, eux, ne soient pas pressés de venir en aide à leurs partenaires, et du coup, il est difficile de parler d'alliance ou d'axe. On rappelle également que Donald Trump est attendu en Chine fin mars. Jeudi dernier, la Russie et l'Iran ont organisé des manœuvres navales communes dans le golfe d'Oman. Un autre exercice de ce type est prévu la semaine prochaine avec la Chine et la Russie cette fois, mais cela demeure des initiatives symboliques. L'Iran a obtenu une aide limitée pour tenter de reconstruire ses défenses après l'opération Éveil du Lion, et selon un article paru dans le Wall Street Journal, Pékin et Moscou ne sont pas disposés à fournir une aide militaire directe si le président Trump ordonne une attaque. On le rappelle, l'aide apportée à l'Iran reste jusqu'à maintenant limité. Ouais, donc limité, c'est ce qu'on va retenir pour cette aide de Pékin à Téhéran. Merci beaucoup Mathieu Winding. Tout cela mérite éclairage, pourquoi pas, en 3 questions. On va se tourner tout de suite vers Emmanuel Navon. Bonsoir et merci à vous, professeur de Relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors sans surestimer cette aide justement qu'apporte la Chine aux Iraniens, est-ce qu'on peut parler d'un match dans le match entre les États-Unis et la Chine par Iran interposé? D'abord une compétition peut-être dans le domaine des technologies de la défense. On ne peut pas parler de match dans la mesure où, je crois, comme votre reportage l'a rappelé, la Chine n'interviendra pas militairement en cas de frappe américaine contre l'Iran. Et on sait que la Chine, jusqu'à présent, s'est bien gardée de préserver ses alliés. Un dernier exemple en date est Maduro au Venezuela. Il y avait une délégation chinoise à Caracas la veille de son enlèvement par l'armée américaine. En revanche, effectivement, la Chine fournit de l'armement. On se dirige vers un scénario qui rappelle un peu celui de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, à ceci près que la Chine ne prend pas de risque pour l'instant, puisque son objectif reste Taïwan, et elle ne veut pas provoquer les États-Unis avant une tentative éventuelle de conquête de Taïwan.
Alors, autre paramètre de cette rivalité entre Pékin et Washington, c'est l'énergie, le pétrole. On sait que la Chine aide l'Iran depuis longtemps à contourner les sanctions à travers l'Iran. Les Américains, vous pensez, visent aussi certains intérêts chinois stratégiques à travers ce conflit avec Téhéran ? Je pense qu'aujourd'hui, le conflit énergétique entre la Chine et les États-Unis est plus concernant la question de savoir si l'énergie d'avenir, c'est le pétrole ou l'électricité, dans la mesure où les États-Unis sont devenus ces dernières années le plus gros producteur et exportateur du monde de pétrole grâce au pétrole de schiste, tandis que la Chine est devenue de plus en plus une puissance mondiale en termes de production d'électricité, avec le contrôle des minerais rares à travers le monde qui permettent de construire des batteries, mais également l'accélération de construction de centrales nucléaires à travers la Chine. Donc il y a une concurrence globale sur le plan énergétique entre les États-Unis et la Chine, mais elle porte plutôt sur, comme je l'ai dit, d'un côté une Amérique qui est devenue une grande puissance pétrolière et la Chine qui est en passe de devenir une grande puissance électrique. Des aspects militaires et énergétiques ou même commerciaux, il y a une bataille d'influence quand même géostratégique, on va dire celle du bloc occidental contre celui dans lequel on classe la Chine ou même la Russie. Est-ce que l'issue d'une éventuelle guerre Iran-USA aura une incidence sur l'ordre mondial en quelque sorte ? Bien entendu, si jamais effectivement les États-Unis décident d'utiliser la force militaire contre le régime de la République islamique, et si cet usage de la force met fin finalement à ce régime et neutralise pour de bon tant son programme nucléaire que son programme de missiles, alors dans ce cas-là, la Chine aura effectivement perdu un allié de poids au Proche-Orient et devra revoir sa stratégie, à savoir que la Chine effectivement renforce sa capacité militaire, sa flotte en particulier, son arsenal nucléaire, mais le fait est que si les États-Unis parviennent à faire tomber un allié chinois de poids au Proche-Orient, alors cela montrera que la Chine est encore très loin d'en arriver au même niveau de pouvoir global que les États-Unis. Donc l'Iran à mi-chemin des enjeux entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir répondu à nos 3 questions en direct. Alors, autre aspect, et on va voir qu'aux États-Unis, il y a un courant de pensée en vogue apparemment de plus en plus critique vis-à-vis du soutien américain à Israël et des actions de Donald Trump à l'international. L'une des têtes d'affiche de ce courant, c'est le journaliste et influenceur américain Tucker Carlson. Il a accordé une longue interview à un média saoudien il y a quelques jours, au cours de laquelle il a qualifié Donald Trump d'imprudent et il a qualifié Binyamin Netanyahou de maléfique et de menace pour le monde. Pour lui, les États-Unis sont trop loyaux envers Israël au détriment des intérêts américains. Alors pourquoi cette tendance est à surveiller de près dans le contexte actuel? On interroge ce soir à ce propos Nicolas Conquer. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes franco-américain, on vous connaît, ancien porte-parole des Républicains US et fondateur du think tank transatlantique Western Arc. On va voir votre ouvrage Vers un Trump français. D'abord, que pensez-vous de cette tournée moyen-orientale de Tucker Carlson? Quel était l'objectif? Est-ce qu'il fait tout en ce moment pour pousser le président américain à faire marche arrière face à l'Iran? Alors, pas uniquement, il a son propre agenda et on a vu qu'il a développé tout un fonds de commerce autour de toutes ces théories dès qu'il s'agit de taper sur Israël. Tucker Carlson, qui a d'ailleurs hérité du sobriquet Tucker Qatarson, dû à certaines de ses prises de position qui sont très ambiguës. On le voit qui tombe à bras raccourcis sur Israël, mais qui a eu aucun mot de compassion ou de sympathie vis-à-vis du peuple iranien qui est en train d'être massacré par le régime des Mollahs. Donc effectivement, je suis assez partagé par ses analyses et son parti pris. Vous avez parlé d'une intervention qu'il a donnée en Arabie Saoudite. Il a aussi rencontré l'ambassadeur américain en transit à Israël, dans l'aéroport Ben Gurion, on va sans doute en parler, mais sur lequel il cherche vraiment à monter ça à charge, amplifier une fracture qui n'a pas lieu d'être. Et évidemment, Trump, vous le savez, j'étais intervenu sur votre chaîne pour mentionner à quel point il était reconnu pour son aide infaillible auprès d'Israël. Benjamin Netanyahou avait même suggéré lui remettre le prix d'Israël, qui est d'habitude uniquement remis à des Israéliens. Donc c'est montrer sa capacité déterminante de soutenir l'alliance historique entre les États-Unis et Israël. Donc Tucker Carlson, effectivement, agit comme un influenceur, du mauvais côté de la force, évidemment, sans doute pour générer des clics et souvent de manière très mal intentionnée. En tout cas, ça marche, un côté clic, effectivement. Et d'ailleurs, il veut apparemment torpiller les accords d'Abraham, dissuader les Saoudiens de les rejoindre, ces accords. Alors, est-ce que, donc c'est ça, il veut faire passer, Carlson, vous diriez, Israël et son gouvernement comme un petit peu le facteur de déstabilisation numéro 1 au Moyen-Orient plutôt que l'Iran? Est-ce que ça passe, ce message, aujourd'hui, dans le camp républicain aux États-Unis?
Alors, pour simplement non, ça ne passe pas du tout, d'autant plus que même au sein du camp républicain, qui a une grande coalition assez hétéroclite, les partisans MAGA sont ceux qui soutiennent encore plus l'action de Donald Trump vis-à-vis d'une intervention sur l'Iran qui pourrait évidemment entraîner la chute, le renversement du régime des Mollahs et des gardiens de la Révolution. Donc effectivement, il parle un peu comme seul un peu dans le désert, mais ça mobilise aussi avec les algorithmes, c'est un peu amplifié, mais de fait... il n'y a pas de résonance où c'est vraiment très marginal le soutien politique dont il bénéficie. Je tiens à rappeler que ce soir à Washington se déroule l'adresse à l'Union, le State of the Union speech, auquel Donald Trump va évidemment mentionner l'action qui va avoir lieu sur l'Iran, et il dira évidemment que la politique étrangère des États-Unis n'est pas conduite par Tucker Carlson. Ouais, alors justement, vous dites quelque part, c'est vrai que c'est une ligne conservatrice pro-Trump en interne, mais critique sur la politique étrangère de Trump. On sait quand même qu'il est très influent. Il a l'oreille de J.D. Vance, le vice-président Tucker Carlson. Est-ce que quelque part ça nous montre qu'il y a une fracture, un début de fracture qui pourrait se créer au sein du camp républicain à terme? Alors, à terme, j'ai pas de boule de cristal, mais en l'état actuel des choses, on est dans une année de campagne sur laquelle tout le monde va être mobilisé, et malgré nos désaccords, nos divergences, eh bien, il faut savoir s'unir sur ce qui nous rassemble, et c'est peut-être une coalition de circonstances, mais s'appuyer sur l'audience de Tucker Carlson, c'est peut-être utilitariste, mais ça peut être nécessaire. Malgré certaines divergences, et je pense qu'ils sont saines, hein, d'ailleurs, tout proportion gardée, c'est un peu comme ce qu'on a entre la France et les États-Unis en ce moment, où parfois les liens d'amitié vous poussent à avoir une relation un peu franche, quitte à avoir un peu de brutalité dans le propos. Mais je pense qu'évidemment, c'est pas ça qui va faire que le torchon va brûler. Il y a des obscurs influenceurs dont on va pas donner de publicité, mais le mouvement des Groypers qui ont une onde une amplification médiatique sur les réseaux sociaux décuplée par rapport à ce qu'ils représentent et qui ne sont absolument pas une débouchée ou une voie politique pour le futur de Trump, de Vance ou de quelconque membre du Parti républicain. Et donc une tendance sans doute amplifiée par les réseaux sociaux. En ce moment, vous dites c'est peut-être passager. Merci beaucoup à vous, Nicolas Conquer, d'avoir répondu à nos questions concernant Tucker Carlson ce soir. L'autre grand titre ce soir, à quand la paix dans la bande de Gaza? À quand un Hamas désarmé et disparu de la scène politique? Loin des promesses du plan Trump, eh bien des rapports confirment les efforts du mouvement terroriste pour infiltrer la nouvelle gouvernance. Contraste évident, moins d'une semaine après le premier sommet du fameux Conseil de la paix, le Hamas actif également sous la mer. C'est Déborah Benayoun qui va tout nous expliquer. Regardez. Le Hamas œuvrerait en coulisses pour maintenir son contrôle sur la bande de Gaza. C'est ce que révèlent des documents internes de l'organisation terroriste analysés par le média Zman Israël. Le Hamas instaurerait discrètement un gouvernement parallèle. Il serait composé de commandants de la branche militaire placés à des postes civils au sein de la nouvelle administration technocratique. La semaine dernière, le porte-parole du Hamas affirmait que les dossiers et les protocoles étaient prêts pour assurer un transfert complet de la gouvernance de la bande de Gaza au comité technocratique. Mais en réalité, Izz-al-Din al-Haddad, successeur de Yahya Sinwar, aurait donné pour instruction aux membres du Hamas de préparer des copies de tous les dossiers à transférer au nouveau gouvernement. Objectif, constituer un fichier des fonctionnaires pour pouvoir les menacer ou exercer des pressions sur eux en cas de besoin. Lors de la réunion du Conseil de paix à Washington la semaine dernière, le président américain a obtenu des engagements d'environ 7 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza. De plus, 5 pays se sont engagés à envoyer des troupes à la nouvelle force internationale de stabilisation, destinée à remplacer les forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Mais malgré les efforts de Donald Trump, le Hamas refuse toujours de désarmer. Selon une source sécuritaire israélienne, il serait déterminé à conserver ses fusils semi-automatiques et ses lance-roquettes. Tsahal a déjà averti le Premier ministre. Le Hamas consolide son emprise sur le terrain sur lequel il a toujours le contrôle. L'organisation terroriste anticipe également un nouvel affrontement et continue de produire et stocker des roquettes et des explosifs. En parallèle, le Hamas adopterait une nouvelle méthode de contrebande maritime vers Gaza. L'organisation terroriste aurait progressivement abandonné les tunnels et convois terrestres au profit d'un système sophistiqué exploitant les courants marins hivernaux grâce à des conteneurs spécialement lestés capables de dériver sous la surface de la mer pour échapper aux radars. Un défi supplémentaire pour Tsahal. Il y a encore un défi pour Tsahal qui devra trouver la parade. Un expert qui nous rejoint à l'instant, le colonel de réserve de Tsahal, Alon Eviatar. Bonsoir et merci, ancien conseiller de l'unité Kogat et expert des affaires palestiniennes. Alors le Hamas apparemment est déjà en train de prendre le contrôle. Quelle surprise du gouvernement civil à Gaza sous le nez de Donald Trump. C'était prévisible. Évidemment, réellement, c'est vrai, la réalité est plus forte que tout plan théorique ou politique, que ce soit des États-Unis ou d'Israël. Il faut dire à ce propos
que pour l'instant, Israël continue à exiger que le Hamas soit désarmé. Nous avons entendu le Premier ministre à ce propos aujourd'hui pour conditionner le passage à la deuxième étape du plan Trump. Les Américains, de ce point de vue, avancent alors qu'il n'y a pas de désarmement et que cette condition n'est pas respectée. Mais le rythme américain, pour ce qui est la bande de Gaza, n'est pas rapide, malgré toutes les annonces et les ouï-dire à propos de la bande de Gaza. Pour l'instant, les choses vont lentement. Il n'y a pas vraiment de reconstruction, mais il y a un progrès, disons, en ce qui concerne l'arrivée de forces étrangères dans la bande de Gaza et pour la pression mise sur l'État d'Israël pour avancer. Pour l'instant, je ne vois pas que ça ait lieu demain matin, mais il faut prendre en compte que du point de vue d'Israël, sans aucun doute, c'est un défi politique en plus du défi sécuritaire, à savoir faire pression et convaincre Trump qu'il n'y aura pas d'avancée vers la deuxième étape sans le début du désarmement du Hamas, en tout cas par Israël. Et cela est vrai pour l'armement lourd. L'armement léger restera entre leurs mains pour ce qui est les fusils personnels, les armements personnels, mais tout ce qui est les tunnels, les roquettes et autres missiles devront être démantelés, sinon du point de vue d'Israël, on ne pourra pas revenir en arrière et il faut absolument que les choses se fassent dès à présent. Il faut relier cela à l'attaque possible face à l'Iran. Les Américains, dans la situation actuelle, sont occupés totalement par l'affaire iranienne et moins intéressés par Gaza pour le moment. Il y a eu une belle cérémonie du Conseil de la paix à Washington, mais c'était pour collecter des fonds, qui est arrivé à 20% de ce qui était promis. Mais Israël doit être l'axe central à ce propos pour ne pas permettre le renforcement du Hamas et sa prise de contrôle totale du contrôle de la situation. Et de ce point de vue, le lien entre Netanyahou et Trump est absolument essentiel. Alors encore un mot très très rapide, Anon Eviatar, parce qu'on additionne à tout cela ces efforts de contrebande maritime, on vient de le dire, Tsahal qui cherche la parade pour contrer le Hamas sous la mer. Au vu de tous ces éléments qui s'accumulent, est-ce que la seule option pour Israël, c'est la confrontation, c'est-à-dire désarmer le Hamas par les armes, puisqu'il ne va jamais déposer les armes, et dans ce cas-là, vu qu'il n'y a plus d'otages à Gaza, ce sera peut-être un petit peu moins complexe? Je suis d'accord avec vous. Nous avons appris dans notre chair, malheureusement, que les combats contre la contrebande du Hamas doivent se faire dès le premier jour. On ne peut pas arriver à la situation où on se réveille un matin, dans 1 ou 2 ans, face à un arsenal dans la bande de Gaza. Israël doit absolument, à ce propos, profiter de cette occasion pour œuvrer dans la bande de Gaza et sur les frontières, exactement comme c'est le cas au Sud-Liban. Le modèle libanais face au Hezbollah, c'est celui qui doit se réaliser face à la bande de Gaza. Quand Israël trouve de la contrebande, il faut l'attaquer, que ce soit l'action même de contrebande ou les tunnels ou les objectifs vers lesquels on envoie la contrebande d'armes à Gaza. Israël doit être à l'initiative et faire pression plus avant et faire passer un message très clair à tous les partenaires, américains compris, que nous n'attendrons pas que l'avenir avance, mais œuvrerons en temps réel. Et ce n'est qu'Israël qui a les clés de cette question. Voilà, donc posture proactive. Vous dites merci beaucoup à vous, colonel Alon Eviatar, d'avoir été avec nous ce soir. Et puisqu'on parle de Gaza, halte à la désinformation. C'est l'heure du parti pris de cette édition. Est-il encore temps de déconstruire le narratif du prétendu génocide à Gaza, une bataille qui pourrait parfois sembler perdue d'avance? On a le plaisir de retrouver ce soir Dov Zera. Bonsoir et merci d'être avec nous, ancien directeur général de l'Agence française de développement. Alors on va rester sans doute longtemps, c'est vrai, dans cette bataille du narratif avec les bilans de la guerre à Gaza notamment. Est-ce que cette bataille elle est vraiment terminée au vu de la réussite quand même du Hamas malheureusement à imposer son narratif, que ce soit auprès des médias, des grands médias et des gouvernements? Non, c'est pas terminé. C'est un combat de tout temps qui va perdurer. Mais vous savez, on a connu d'autres situations depuis 1948 où, avec le temps, la vérité a fait son chemin. Une des différences par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, ce sont les milliards qataris, émiratis et autres qui ont déferlé sur les universités américaines et européennes et qui, quelque part, alimentent
ce narratif et alimente cet antisémitisme. On a changé de dimension. Et donc, face à ce changement, il faut adapter la communication. Alors, vous parlez justement du Qatar. Il n'y a pas que le Qatar, il y a aussi l'ONU, comme souvent, qui s'est peut-être discrédité en faisant sienne, quelque part, les données fournies par le Hamas. Ça, c'est une erreur majeure. Oui, ça c'est sûr. Mais là encore, il y a un changement qui est en train d'être introduit dans le Moyen-Orient, c'est ce Conseil de la paix. On n'imagine pas ce que peut produire cette structure, qui est en fait une structure anti-onusienne. Idée intéressante, vous dites. Pour Gaza, oui. C'est adapté. Oui, pour Gaza, mais même plus. Que sera-t-il demain de la résolution 242 ? Est-ce que ça sera ce que va dire le Conseil de la paix ou ce que continue à dire l'ONU ? Et le Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité. Donc on est à un moment où les choses peuvent évoluer. Et en insistant sur un point, c'est que ce Conseil de la paix comprend les plus grands pays arabes et musulmans. Donc c'est avec la caution de ces pays. C'est ce qui a fait d'ailleurs le succès au départ du plan Trump, du plan de paix pour effectivement Gaza. Intéressant la présence de ces pays arabes, ça pourrait changer un petit peu les habitudes qu'on a pris à l'ONU. Alors l'ONU justement a entraîné, on le sait bien, dans son sillage de nombreux pays, de nombreux médias. Il est devenu, vous diriez, une sorte de complice, et c'est pas un parti pris ce soir, du narratif du Hamas quelque part, à l'insu de son plein gré, et au passage de la montée de la haine anti-juive quand même à travers le monde. Non, c'est pas à l'insu de son plein gré. Le Hamas a instrumentalisé l'ONU et l'ONU a accepté d'être instrumentalisée. Quand vous voyez toute la documentation produite par l'ONU, les rapports, Madame Albanese. C'est dans la ligne droite de l'attitude anti-israélienne. C'est dans la ligne droite, mais c'est aussi dans la logique de l'organisation. Quand vous avez à l'Assemblée générale des Nations unies près de 2/3 des résolutions qui sont consacrées à Israël, comme si Israël était le seul des près de 200 pays qui participent, qui sont membres de l'ONU. Vous vous posez la question, mais que se fait-il ? Que se passe-t-il ? Et c'est là où ce Conseil de la paix peut être un élément nouveau. Le problème structurel de l'ONU, d'où l'opportunité et l'idée de ce Board of Peace, ce Conseil de la paix. Merci beaucoup, Dov Zera, pour cette analyse. Merci. Et ce parti pris. Alors, on a parlé de Gaza, on a parlé hier des espoirs du ministre Bezalel Smotrich de faire revivre les implantations juives dans la bande de Gaza. On va évoquer ce soir la polémique qui a suivi les propos, cette fois, de l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, qui avait fait référence il y a quelques jours, lors d'une interview, au Grand Israël s'étendant du Nil à l'Euphrate, émoi régional, évidemment, à tel point que l'administration de Donald Trump a dû rassurer les pays arabes de la région ces derniers jours. Bonsoir, Miri Maman. Bonsoir. Journaliste, rédactrice en chef avec 24 News. Miri, alors controverse régionale suite à ces déclarations qui incluent d'ailleurs la Judée-Samarie, et donc campagne d'explication, de communication de la part de Donald Trump, son administration. Oui, il aura suffi de quelques mots pour provoquer un vent de panique à la Maison-Blanche. On va revenir évidemment après sur les raisons de ce vent de panique. L'ambassadeur américain en Israël, vous l'avez dit, s'exprimait dans le podcast de Tucker Carlson. Ce détail a son importance et on va y revenir. C'est donc dans ce cadre médiatique et non diplomatique, c'est important de le souligner, que l'ambassadeur américain évoque donc cette référence biblique à Israël, du Nil à l'Euphrate, le grand Israël pour faire simple. Et lorsque Tucker Carlson lui demande si ce serait acceptable, ce grand Israël, il répond oui. La phrase tourne immédiatement, elle enflamme les réseaux sociaux comme c'est souvent le cas et provoque une vague de condamnation, vous l'avez dit, dans le monde arabe. Égypte, Jordanie, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, des alliés aussi d'Israël du coup, tous dénoncent des propos jugés provocateurs et dangereux, mais voilà ce qui est moins repris, David, et c'est important de le souligner, c'est que la suite de l'entretien a été tronquée. Mike Huckabee précise qu'Israël n'a ni l'intention ni le projet de contrôler un tel territoire aujourd'hui. En tout cas, autrement dit, les propos ont été sortis de leur contexte. Cela n'empêche pas, évidemment, la polémique. Il faut savoir que Donald Trump a besoin du soutien des pays arabes de la région dans son bras de fer avec l'Iran. Il délègue donc des personnalités pour calmer le jeu, pour dire, eh bien non, il n'y a pas eu de changement de politique. Non, les États-Unis ne redessinent pas les frontières de la région. Mike Huckabee n'exprimait là qu'une opinion
personnel. Il faut savoir qu'une certaine partie de ceux qui ont été délégués pour discuter avec ces pays arabes sont des partisans, notamment du contrôle israélien en Judée-Samarie. D'où l'importance d'écouter toute l'interview. Donc polémique, Miri, qui n'est pas due au hasard, aurait-elle été provoquée? Alors, vous en avez parlé plus tôt, David. Tucker Carlson n'est pas un intervieweur neutre. C'est aujourd'hui l'une des voix les plus influentes du courant isolationniste américain. Vous savez, ce fameux mouvement MAGA dans lequel il y a cette partie-là. Il plaide pour un désengagement des États-Unis du Moyen-Orient et il pousse clairement Donald Trump à se distancier d'Israël. C'est donc dans ce contexte que sortir ces propos du Nil à l'Euphrate n'est pas anodin, évidemment. Et derrière cette polémique, il y a un enjeu central qui façonne la politique étrangère américaine. C'est une question. Qui la façonne? Est-ce que ce sont les responsables à la Maison-Blanche qui décident de cette politique ou est-ce que ce sont ceux qui parlent médiatiquement à la base américaine? C'est toute la question. Il faut savoir que Donald Trump, dans des temps plus anciens, s'était prononcé pour la souveraineté d'Israël, notamment dans une certaine partie de la Judée-Samarie. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il change de veste, juste il change d'interlocuteur et ce sont les pays arabes aujourd'hui. Effectivement. Encore une fois, en tout cas, Tucker Carlson, l'art du buzz ou plutôt du bad buzz. Merci beaucoup, Miri Maman. On revient à l'actualité avec le turbo. En bref et en images, voici l'info chrono. Une voix qui compte, celle de l'ambassadrice saoudienne aux États-Unis. La princesse Rima bin Bandar Al Saoud regrette l'échec pour l'heure de la normalisation entre son pays et Israël. Présente à Washington il y a quelques jours pour un dîner de Shabbat à l'Institut Donald Trump pour la paix, elle y aurait souligné combien Riyad et Jérusalem s'étaient rapprochés d'un accord et combien cette perspective lui tenait personnellement à cœur. Une prise de parole rapportée par le rabbin Yehuda Kaploun qui est en charge de la lutte contre l'antisémitisme auprès de la Maison-Blanche. La diplomate saoudienne aurait appelé à un leadership courageux sur cette question. Mettre fin à l'hypocrisie. En Allemagne, la CDU, le parti chrétien-démocrate du chancelier Merz, réclame l'arrêt du financement de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les Palestiniens. Elle a adopté une motion en ce sens à l'unanimité, motion qui empêcherait Berlin, mais aussi l'Union européenne, de soutenir cette entité accusée d'avoir coopéré, on le sait, avec le Hamas. Au-delà de l'UNRWA, la CDU prévoit de durcir les conditions d'aide à l'autorité palestinienne. Et oui, elle réclame la fin des versements de salaires aux terroristes payés par Ramallah. Aux États-Unis également, il est question de durcir les conditions de financement. On parle cette fois des financements étrangers des universités américaines. Les dons, les contrats sont concernés. Volonté de Donald Trump suite à la vague de manifestations anti-Israël. Le président américain qui souhaite s'assurer que des intérêts politiques extérieurs ne puissent compromettre l'indépendance académique et la liberté de débat intellectuel. En 2025, plus de 5 milliards de dollars de fonds étrangers ont été versés aux institutions académiques américaines, dont 1,2 milliard en provenance du Qatar. Enfin, plus de 2 mois après la tragédie de l'attentat de Bondi Beach, l'Australie lance une commission royale sur l'antisémitisme. Il s'agit de la forme d'enquête publique la plus puissante permettant de contraindre des témoins à comparaître directement. Les conclusions sont attendues d'ici la fin de l'année. Le gouvernement espère que ces travaux permettront de mieux comprendre les dynamiques de radicalisation et de proposer des mesures concrètes pour endiguer la haine anti-juive. L'attaque antisémite de Sydney avait fait 15 morts en décembre dernier. Un anniversaire comme promis à présent, sombre anniversaire, 4 ans de guerre en Ukraine, 4 années de souffrance et de résilience face aux assauts de la Russie. Souvenez-vous, ce 24 février 2022, le déclenchement d'un conflit majeur sur le sol européen. Vladimir Poutine ordonnait l'invasion de l'Ukraine voisine, la suite d'un long bras de fer avec Kiev et surtout avec l'OTAN. Alors où en sommes-nous aujourd'hui? On a le plaisir d'entendre ce soir le rabbin Meir Stambler. Bonsoir et merci en direct de Lviv. C'est dans l'ouest ukrainien. Vous êtes le président de la Fédération des communautés juives d'Ukraine. D'abord, que vous inspire cette date du 24 février? Comment vivez-vous cette guerre quelque part interminable? Bonsoir. Shalom au peuple en Israël et au peuple d'Israël. En effet, cette guerre de 4 ans, et je le dis et je ne crois pas ce que je dis moi-même. Alors Dieu merci, nous sommes forts. Ça n'est plus ce que c'était au début de la guerre. Personne n'a peur d'être conquis ici. Nous vivons, Dieu merci, avec des difficultés quotidiennes d'un côté, mais de l'autre, nous, les rabbins, et nous sommes tous surtout des émissaires du rabbi de Lubavitch,
Et nous avons justement cette occasion de vivre ces difficultés dans une guerre si dure. C'est une occasion en or. Nous n'avons pas été formés pour nous occuper de ce que nous faisons depuis le début de la guerre, en fait, c'est-à-dire sauver des vies humaines, vraiment. Généralement, on envoie des rabbins pour apprendre la Torah, pour créer de l'éducation, aider les Juifs, pour des choses plus spirituelles. Et voilà que nous nous occupons de tout. Et d'un autre côté, tous les Juifs sentent que sa place est dans la communauté, à la synagogue, dans les centres communautaires, dans les centres du Chabad de Lubavitch, et nous découvrons de nombreux nouveaux Juifs qui viennent pour remercier le Tout-Puissant et sont persuadés que ceci, c'est les derniers moments de la diaspora, de l'exil, et croient de tout cœur que bientôt cela se terminera par vraiment la rédemption et l'arrivée du Messie. Ouais, l'espoir du Niche, effectivement. Alors on sait qu'Israël a soutenu l'Ukraine par différents moyens, y compris l'accueil de milliers de réfugiés ukrainiens. Mais est-ce que vous comprenez l'attitude de retenue d'Israël vis-à-vis de ce conflit qui est quand même lointain en raison de la relation complexe entre Moscou et Jérusalem, aussi des enjeux stratégiques en lien avec la Syrie à l'époque ou même avec l'Iran aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez l'attitude plutôt neutre d'Israël? Écoutez, la vérité, c'est que maintenant, la situation a changé, Dieu merci, avec le changement en Syrie, et je peux vous dire que au début de la guerre, nous nous sommes sentis comme Juifs dans une mauvaise situation. Nous vivons ici, nous voyons l'agression des Russes. Il ne s'agit pas là d'une guerre avec deux parties égales qui se disputent, mais c'est une guerre agressive qui combat des innocents. Et c'est très douloureux que l'État d'Israël, au début de la guerre, n'a pas pris parti. On attendait mieux. Mais je dois dire et souligner que le ministre Sahar, ministre des Affaires étrangères, a une toute autre attitude. Il est venu ici et il s'identifie clairement avec l'Ukraine, et maintenant il est clair qu'Israël est du bon côté de la carte. On a appris aujourd'hui la fourniture de générateurs mobiles de la part d'Israël pour l'Ukraine. Comment est-ce que vous voyez maintenant des perspectives pour cette communauté juive d'Ukraine que vous connaissez bien? Est-ce qu'elle a encore un avenir dans ce pays, ou bien est-ce que vous regardez déjà peut-être vers Israël? Alors, au début de la guerre, merci pour les générateurs et pour le soutien que Israël donne à l'Ukraine. Pour ce qui est des Juifs à l'avenir, d'abord, dès à présent, pendant la guerre, nous avons des missiles qui pleuvent, il y a des dommages aux infrastructures, on a 15 à 20% de la journée avec de l'électricité. Les Juifs vivent ici, la communauté est vibrante dans les centres communautaires, dans les écoles, dans les synagogues, et personne ne pense même à partir et à s'enfuir. Au contraire, on croit en ce pays et on est respecté ici. Les Juifs et les non-Juifs et le gouvernement ont beaucoup de respect pour notre apport ici et nous sommes très à l'aise ici. Nous n'avons pas les soucis de l'antisémitisme qu'il y a ailleurs, malheureusement. Vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de la communauté juive d'Ukraine dans un pays marqué malheureusement effectivement par un passé de collaboration avec les nazis, en tout cas positif pour l'instant. Merci beaucoup à vous, Rav Meir Stambler, depuis Lviv, donc dans l'ouest ukrainien, pour ce 4e anniversaire du début de la guerre Russie-Ukraine. La suite maintenant de notre grand dossier de la semaine. L'Iran, menace globale, après le nucléaire, après le balistique, déjà le 3e épisode et le 3e pilier de cette menace. Faire la guerre sans le dire et sans s'impliquer soi-même directement. L'Iran est passé maître dans l'art de la gestion de ses proxys. Une pieuvre dont les tentacules se sont étendus, on le sait, sur une grande partie du Moyen-Orient, projeter sa puissance par procuration et imposer un climat de terreur. Hezbollah, Houthi et même Hamas, tous œuvrent dans l'ombre de Téhéran. Un réseau qui certes accumule les coups durs depuis 2 ans maintenant, mais qui rend la menace encore plus difficile à contenir. Déborah Benayoun. La stratégie de guerre iranienne repose sur les fameux proxys, des groupes financés, entraînés, équipés par Téhéran, qui permettent au régime des Mollahs de mener une guerre indirecte et diffuse, mais permanente. Objectif, affaiblir ses adversaires sans entrer officiellement en guerre. L'Iran dispose de plusieurs piliers. D'abord, le Hezbollah au Liban. Créé avec l'appui des gardiens de la Révolution dans les années 1980, il est aujourd'hui l'acteur armé non étatique le plus puissant du Moyen-Orient.
Dans ses rangs, 40 à 50 000 combattants actifs et presque autant de réservistes. Selon les estimations américaines et israéliennes, il disposait de plus de 150 000 roquettes et missiles avant la dernière confrontation avec Israël. Son arsenal a considérablement baissé depuis. Aujourd'hui, le centre Alma avance le chiffre de 25 000 pièces, soit une division par 6. Washington estime que l'Iran lui aurait versé jusqu'à 700 millions de dollars par an à certaines périodes. Le Hezbollah est à la fois parti politique, armée parallèle et force de frappe contre Israël. Deuxième pilier, le Hamas à Gaza. Contrairement au Hezbollah chiite, le Hamas se revendique sunnite. Là aussi, Téhéran fournit financement, formation, savoir-faire et armement. Objectif, former un front sud permanent contre Israël grâce à son armement, mais aussi à ses tunnels, le fameux métro de Gaza construit sous la terre. Le département d'État américain évoque un soutien financier iranien de dizaines de millions de dollars par an. Jusqu'au 7 octobre 2023, les roquettes artisanales côtoient les missiles de plus longue portée. Depuis le déclenchement de la guerre, la menace a considérablement diminué. Troisième pilier, les Houthis du Yémen. Depuis 2014, ils contrôlent une large partie du pays. Avec un soutien technique iranien, documenté par l'ONU, ils ont acquis missiles balistiques et drones de longue portée. En 2023 et 2024, ils attaquent des navires commerciaux en mer Rouge, perturbant l'une des principales routes maritimes mondiales. Une pression directe sur le commerce international et une force de frappe démontrée contre Israël grâce à ces missiles tirés au plus fort de la guerre. Quatrième pilier des proxys iraniens, les milices chiites en Irak et en Syrie. Parmi elles, les Kataïb Hezbollah, aussi appelés Hezbollah irakiens ou encore les forces de mobilisation populaire. Ces groupes ont mené des dizaines d'attaques contre des bases américaines en Irak et en Syrie ces dernières années. Un réseau qui forme un arc d'affluence de Téhéran à la Méditerranée, créant ainsi une guerre multifront mais sans confrontation directe. Selon plusieurs estimations occidentales, l'Iran consacrerait plusieurs milliards de dollars par an à l'ensemble de son réseau régional. Une stratégie bien moins coûteuse qu'une guerre conventionnelle, mais tout autant déstabilisatrice. Et on va tenter de voir pourquoi les Américains ont peut-être tout autant intérêt qu'Israël à voir ce réseau de proxy être endigué aujourd'hui. Bonsoir Déborah Benayoun. Vous signez ce dossier pour nous ce soir. Alors ces 2 dernières années nous ont montré peut-être que du point de vue de l'Iran, les États-Unis n'ont pas leur place au Moyen-Orient. Oui, les proxys iraniens ne menacent pas seulement Israël, mais ils menacent aussi les positions américaines dans la région, puisqu'entre octobre 2023 et janvier 2024, plus de 170 attaques de drones et de roquettes ont visé des positions américaines situées en Irak et en Syrie. Des attaques qui ont été revendiquées par des groupes affiliés aux milices pro-iraniennes. Exemple, en janvier 2024, une attaque de drone Shahed 136 contre une base américaine en Jordanie tue 3 soldats américains et en blesse 47 autres. Là aussi, l'attaque est attribuée à une milice soutenue par l'Iran. Tout cela sans déclaration de guerre, ni l'apparition de drapeaux iraniens sur le champ de bataille. On l'a vu, Téhéran soutient logistiquement ces groupes, il les finance et il fournit des armes, mais il nie toute implication directe. Conclusion, la stratégie du proxy permet bien d'agir tout en niant avoir agi. Merci beaucoup Déborah Benayoun. Pour aller encore plus loin, nous sommes en ligne avec l'expert David Daoud qui est en duplex de Washington ce soir. Bonjour et merci de nous rejoindre. Vous êtes chercheur principal sur le Hezbollah et le Liban à la Fondation pour la défense des démocraties. Alors cet axe iranien, on le sait bien, il a été en partie brisé par ces coups portés par Israël au Hezbollah et puis aussi par la chute quand même en Syrie de Bachar el-Assad fin 2024. C'était un point d'appui la Syrie. Est-ce qu'il est encore solide malgré tout, vous diriez, cet axe iranien aujourd'hui ? Merci de m'accueillir. Je ne dirais pas qu'il est brisé, cet axe, mais il est diminué. Comme vous l'avez noté, la chute du régime d'Assad a mis l'axe de la résistance dans une position complexe. Et quand il s'agit de la Syrie, le gouvernement syrien doit consolider son contrôle sur son territoire, puisque depuis la chute du régime d'Assad, vous avez des forces ethnocentrées qui essaient de déchirer le pays. Et le gouvernement central est faible. Ce sont 2 ingrédients centraux que l'Iran a toujours utilisés pour exploiter les faiblesses territoriales pour faire passer des armements et des fonds à ses proxys. Et ce qu'on a vu dans les rapports, c'est que c'est exactement ce que l'Iran est en train de faire. Quand il s'agit du Hezbollah, ils exposent et profitent de la faiblesse du gouvernement syrien actuel pour passer des armements au Hezbollah. Et donc l'axe de la résistance a été certes diminué,
continuer, mais loin d'être détruit. Et nous pouvons clairement compter sur les Iraniens, malheureusement, et le régime iranien, pour trouver les moyens, dans ces nouvelles réalités, de continuer à soutenir ces proxys pour les reconstruire. On le voit précisément avec le Hezbollah au Liban, qui continue à se reconstruire, même malgré les attaques israéliennes. Donc encore du travail, vous dites. Alors on sait bien que chacun de ces proxys a ses intérêts internes dans sa zone géographique qui lui est propre, mais est-ce qu'il y a, vous diriez, une différence entre ces proxys en termes d'indépendance ou de liberté d'action vis-à-vis de Téhéran, ou bien dans tous les cas on exécute ce que dit le régime des ayatollahs? Les relations entre l'Iran et ses proxys, c'est que une fois que l'Iran est à la tête, ça dépend de quel proxy on parle. Les relations entre l'Iran et le Hezbollah est fondamentalement différent des relations entre l'Iran et le Hamas, mais se concentre sur une extension idéologique et c'est une hiérarchie, mais ils sont aussi en consultation parce que l'Iran veut continuer à étendre ses proxys. Et ils le font par la croissance de ces proxys. Ils ne veulent pas leur permettre d'aller au-delà de leurs moyens. Et donc, ils demandent aux proxys de faire ce qu'ils peuvent selon leurs moyens, de manière spécifique dans ce cadre. Et si le Hezbollah est incapable d'engager une guerre actuellement pour les conditions internes qui ne le permettent pas, ou si ce serait contre-productif, ou cela détruirait le Hezbollah, l'Iran ne va pas pousser le Hezbollah au-delà de ses capacités pour ne pas perdre le Hezbollah. Ils vont travailler dans ces cadres et le Hezbollah va travailler avec les moyens qu'il a pour servir le régime iranien. Donc c'est un deal à deux sens. Effectivement. Alors pour revenir à l'actualité du moment, est-ce que vous pensez que l'Iran pourrait vraiment négocier sur cette question des proxys lors des pourparlers de Genève avec les Américains? D'ailleurs, sur quoi les Iraniens pourraient céder quelque chose dans ce domaine? Et est-ce que les États-Unis devraient peut-être insister un peu plus? Parce qu'on sait qu'il y a des intérêts, notamment dans le détroit d'Ormuz. Écoutez, la question est intéressante. Je ne vois pas l'Iran sans les proxys. On se concentre tous sur le nucléaire comme si c'était le seul sujet. On oublie les missiles balistiques et c'est les gros titres. Mais l'Iran a vraiment conquis la région de manière efficace grâce à ses proxys, sans tirer un seul missile et sans une arme nucléaire. Donc, ce sont ces proxys qui sont essentiels pour le projet expansionniste régional de l'Iran. Je ne vois pas l'Iran abandonner ses proxys, je ne vois pas l'Iran réduisant son soutien et peut-être qu'ils vont faire une retraite tactique temporaire jusqu'à ce que l'attention américaine se détourne vers ailleurs et que l'Amérique puisse dire qu'ils sont intéressés et qu'ils sont contents de ce qui se passe. Mais sur le long terme, l'Iran va continuer à travailler avec ses proxys parce que ce sont les moyens par lesquels l'Iran réussit à avoir cette hégémonie et cette domination régionale. Et influence même mondiale, on l'a vu avec les attaques en mer Rouge récemment. Merci beaucoup à vous, David Daoud, d'avoir répondu à nos questions en direct de Washington. Allez, il reste un petit peu de temps pour un détour par la France. L'antisémitisme, une fois de plus, à la une femme âgée de confession juive a été la cible dimanche à Paris d'insultes antisémites lors d'une opération de porte-à-porte menée par des militants du parti LFI dans le 19e arrondissement. Des faits révélés par Europe 1, au moins 2 militants qui distribuaient des tracts en faveur de Sophia Chirikou, candidate à la mairie de Paris, auraient remarqué la mezouza à sa porte. Ils auraient alors insulté et menacé cette dame qui ne leur avait pas ouvert sa porte. Sale juive, on va revenir. Si tout cela se confirme, eh bien ça commence à faire beaucoup d'incidents violents impliquant la gauche ou l'ultra-gauche. Attention au risque d'un phénomène de radicalisation de la part de ces militants. Avec nous pour en parler ce soir, Mickaël Darmon, bonsoir et merci, éditorialiste i24 News. Bonsoir Mickaël. Qu'attendent, Mickaël, les figures des Insoumis pour faire le ménage dans leur rang aujourd'hui? Elles n'attendent pas, elles ne le feront pas. Il a été annoncé très clairement par Jean-Luc Mélenchon qu'il garderait le camarade, dit-il, Raphaël Arnaud, pour parler donc du député de la France Insoumise, qui est un parmi les créateurs donc de l'organisation donc la Jeune Garde, organisation donc dite antifasciste, qui est considérée comme étant responsable de la mort, du lynchage et de la mort donc du jeune Quentin, le militant nationaliste tué il y a quelques jours
à Lyon. On a bien compris de la part de Jean-Luc Mélenchon qui, prise de position après prise de position, continue à défendre cette organisation et continue à défendre aussi, effectivement, au fond, de manière incitative, le comportement tel que vous l'avez encore mentionné, donc dramatique et déplorable des militants de la France Insoumise qui s'en prennent donc aux habitants juifs à Paris et en France. Voilà, le LFI, dont on connaît le caractère passionnément antisémite, également maintenant spontanément antisémite dès qu'il s'aperçoit qu'effectivement qu'il est face à des juifs. Et même si le gouvernement et l'exécutif, en particulier par la voix du président de la République, encore il y a quelques jours, réaffirme et pointe la France Insoumise comme étant un mouvement avec des expressions antisémites, eh bien, la LFI ne désarme pas, d'autant plus que nous sommes en pleine campagne municipale, comme vous l'avez signalé, et que cette attitude sert aussi, dans l'esprit des dirigeants, à mobiliser une partie de son électorat. Alors, dans ce climat nocif, Mickaël, on note des tensions entre la France et les États-Unis, suite aux remarques de l'ambassadeur américain à Paris concernant l'extrémisme violent, justement, de la gauche. Ce que les Américains voient, certains responsables français refusent de le voir aujourd'hui ? Beaucoup de responsables français se sont exprimés récemment, notamment avec la montée en tension très forte autour du drame à Lyon, autour de la mort de John Quentin. Et il y a eu, on l'a entendu, des prises de position de tous côtés pour dénoncer justement un climat de tension qui s'installe ou qui pourrait s'installer au cœur de cette campagne municipale qui va maintenant entrer dans sa dernière ligne droite. Je vous rappelle que le premier tour aura lieu donc le 15 mars, le dimanche 15 mars. Et on sent bien qu'effectivement, alors qu'une forme d'indifférence pouvait accompagner cette campagne, tout d'un coup, une tension nouvelle autour de ces événements, autour de la position de la France Insoumise et du dilemme maintenant notamment de la part d'une partie de la gauche, une partie des socialistes qui à la fois ne veulent pas être en alliance avec la France Insoumise, mais en même temps ont peur de pâtir du fait de cette rupture sur le terrain. Donc effectivement, une tension nouvelle s'installe dans cette campagne municipale. Attention à suivre de près autour de cette campagne de Sophia Chikirou. Merci beaucoup, Mickaël Narmon, d'avoir été avec nous depuis nos studios parisiens ce soir. Voilà, on va continuer à suivre évidemment de très près les évolutions concernant ce duel États-Unis-Iran. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Raphaël Hassine pour Ça se débat. Et puis, juste après le journal du soir, ce sera en compagnie d'Océane Nicole. Merci de votre attention. Très bonne soirée à tous sur i25.